l'anglais, ça va à peu près? Ouais, alors quand tu vas dans les pays scandinaves, t'es pas emmerdé parce que de toute façon ils parlent tous anglais, donc il y a pas de problème. Moi j'ai la chance d'être quasiment trilingue, français, anglais, espagnol. Parler en anglais pour moi, ça fait partie de mon job de tous les jours d'un point de vue professionnel. Donc pour ça, communiquer avec les gens, c'est absolument pas un problème. Quand tu vas dans des pays comme la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark et puis tous les pays baltes, tous ont un excellent niveau d'anglais. Vraiment un excellent niveau d'anglais, donc ça c'est facile à communiquer. J'essaie au maximum de parler en anglais. Si les gens arrivent à parler en français, on essaie de parler en français. Mais à l'étranger, je parle principalement anglais. J'y ai travaillé aussi, quoi. Voilà, j'ai eu à le travailler, j'ai travaillé sur ça avant mon premier très grand voyage au Cap Nord, où j'ai vraiment mis le paquet sur l'anglais, à le travailler au quotidien, quoi. Alors, my Taylor is rich. Ouais, puis t'as pas le choix, parce que si tu veux te faire comprendre, t'es obligé de faire des efforts, quoi. Absolument. Après, en baragouinant les langues, t'arriveras toujours à te faire comprendre. Ouais. Un autre aspect aussi qui est intéressant quand tu vas à l'étranger, c'est apprendre les phrases basiques de la langue locale. Ça, c'est vraiment très apprécié. Et je pense que nous, en tant que Français, quand on a un étranger qui essaie de faire l'effort de parler en français, nous, ça nous donne tout de suite l'envie d'aller aider la personne. À l'étranger, moi, j'ai exactement cette même philosophie, c'est que j'ai à apprendre, on va dire le bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une bière, s'il vous plaît. Voilà. C'est important les bières. Ah, très important les bières, ça c'est clair, net et précis. Ça permet justement d'essayer de faire l'effort d'aller vers les gens et d'essayer de t'intégrer un petit peu avec les personnes, tu vois. Et bon, après, je demande toujours à ce qu'on switch on switch en anglais ou dans une autre langue, et ça passe tout de suite très bien, quoi. Essayer de sortir, on va dire, du carcan, la vision que peuvent avoir les étrangers des Français, où on parle que français, on ne parlera qu'en français, et on continuera à parler français. Point. Et on veut rien entendre parler. Quand ils viennent chez nous, c'est le cas, mais quand on va à l'extérieur, on fait des efforts. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est vrai. C'est écrit dans la langue, dans l'alphabet local, et ensuite c'est retranscrit en alphabet latin. D'accord. Voilà. Il n'y a jamais trop de problèmes pour lire les panneaux. Après, voilà, c'est aussi un autre exercice que j'ai fait, c'est que j'ai appris à lire l'alphabet cyrillique et à lire l'alphabet grec. Pas forcément que pour les panneaux, mais quand tu vas au supermarché faire tes courses et que tu dis, bah c'est quoi ça, il y a quoi, la salade là? Ah oui, d'accord, ok. On a fait la crête, c'est vrai que c'est particulier, ouais. Voilà, c'est particulier. Bon, après, t'as encore Google Traduction qui peut t'aider, etc. Faut encore avoir Internet, quoi. Voilà. Mais après, ça fait partie aussi du voyage, c'est justement de cette partie, comme je disais tout à l'heure, d'essayer de s'imprégner de la culture locale et essayer de faire l'effort, de faire l'effort. Quand tu pars là-bas, du coup, tu réserves tes hébergements avant? Ou tu fais du camping sauvage ou ça te branche? Jusqu'à 2018, j'organisais vraiment tout. J'organisais mes hôtels, je réservais tous mes hôtels en avance, etc. Donc t'es obligé d'arriver par contre à telle heure, etc. Voilà. Après, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que les hôtels ont des plages qui sont vachement larges, donc tu peux toujours te dire, ah, j'ai un peu une marge de manœuvre, etc. En Europe, la plupart du temps, je me démerde toujours pour pas réserver. Enfin, maintenant, je ne réserve plus rien. Je vais dès que je vois un camping, voilà, ou même je suis dans la zone, je tape sur Google, sur le téléphone, le premier camping qui se pointe, voilà, il y a toujours de la place pour planter la tente et puis c'est parti. Ah, donc t'emmènes une tente à chaque fois du coup? Ouais, j'ai toujours. En fait, ce qui est bien, c'est que tout rentre dans le top case. La tente, le matelas, le duvet, le marteau, les piquets de tente, le coussin. Voilà, ça rentre tout. Tu fais 4-5 jours d'affilée de camping, il y a des fois tu dis, je vais quand même prendre un petit peu de confort, dormir dans un bon lit, on va dormir à l'hôtel. Prendre une bonne douche, voilà, tranquille. prendre une bonne douche, un bain, et puis voilà, ça permet un petit peu de revitaliser un petit peu le bonhomme, et puis pas trop souffrir. Bah tu gardes le moral quand tu retrouves un hôtel, je pense que... Ouais, mais c'est pas grand chose, hein, effectivement, comme tu dis, c'est vrai que ça rebooste le moral. Et puis voilà, la plupart du temps, les hôtels aussi, ils ont le restaurant, donc ça évite d'avoir à chercher le premier Lidl pour trouver une salade commerciale, et puis voilà, quoi. C'est vrai. C'est un peu pénible. Donc là, t'es content le soir de pouvoir manger une spécialité locale, un steak frites, voilà, t'es content, quoi. Ça fait du bien au moral. Ouais, c'est clair. Les papiers pour aller à l'étranger, qu'est-ce que tu prends? Est-ce qu'un passeport? Vu que ma carte d'identité est périmée maintenant, ouais, j'ai plus que le passeport. Donc le résultat est vite réglé. Bien entendu, le papier de la moto, l'assurance. Alors, pour l'assurance, un truc à savoir, c'est qu'il faut regarder sur sa carte verte si dans le pays dans lequel tu souhaites aller, c'est valable. Donc en fait, sur ta carte verte, tu as toujours en dessous, ici, la liste des pays. Tu vois, par exemple, moi, ma carte verte, là, elle n'est pas bonne pour l'Iran,
l'Azerbaïdjan et la Russie. D'accord. C'est-à-dire que là, si je viens passer ces pays-là, il faudrait que je prenne une assurance en fait à la frontière. Dans certains pays, le permis français papier n'est pas reconnu. Il faut que tu l'accompagnes d'un permis international. Donc pour ça, c'est une demande à faire sur Internet, avec une liste de documents à fournir, après une attestation, une photo et une enveloppe. J'ai renvoyé ma demande ce matin là, parce que le mien était... C'est pas qu'il était plus valable, c'est qu'il était illisible. Il a pris la flotte. C'est embêtant. C'est un papier qui est valable 3 ans, mais qu'on doit avoir en parallèle du permis français. C'est-à-dire que quand tu pars à l'étranger, ton permis international, en fait, c'est juste un complément en plus de ta carte ou de ton papier rose. Tous mes papiers, que ce soit la carte d'identité, que ce soit ma carte bleue, tous mes papiers, je les ai scannés sur un cloud. Comme ça, au cas où j'ai un problème, moi je peux accéder avec mon téléphone ou mes proches peuvent me les envoyer par mail. C'est un truc tout bête à faire. Tu peux les imprimer dans une ambassade au cas où en plus. Ouais, ou le premier cybercafé qui se pointe, etc. Tu peux imprimer tes papiers si tu les as paumés. Donc je touche du bois, mais il n'y en a pas là, mais j'espère que ça n'arrivera jamais. Et après, dans certains pays comme la Russie, tu es obligé de faire des demandes de visa. Donc là, ça c'est vraiment un truc qu'il faut que tu prévois véritablement en avance, que tu saches à peu près à quelle date tu vas aller dans le pays et que tu fais ta demande. Là, je vais avoir à le faire pour peut-être 2021, pour mon futur voyage j'aimerais bien la Russie ou l'Azerbaïdjan. Et là par contre là j'aurai encore plus de travail administratif à faire en amont. D'accord. Et là ça va être un petit peu lourd. C'est vrai que l'administratif c'est super long en France, faut se prendre. Non, ce qui est bien c'est que tu as des agences sur internet qui moyennant une commission peuvent faire toute la partie on va dire intendance, relation avec les ambassades, etc. D'accord. Donc toi tu as juste à après remplir le dossier, juste à donner les pièces justificatives, tu les envoies à ces agences et après eux ils se démerdent avec les ambassades pour obtenir les visas. D'accord, c'est déjà ça. Ouais. Voilà. Donc par exemple je regardais pour la Russie, un visa ça va te coûter à peu près 120 €. C'est 60 € de visa et 60 € de commission par. Mais comme ça au moins t'as pas à aller à l'ambassade de Russie qui est à Paris, faire les démarches, etc. Donc nous en tant que nous provinciaux, passer par ce genre d'agence, c'est clairement un bonus financier. Tu t'y retrouves, tu mets 60 € pour aller à Paris ou tu mets 60 €. C'est ça. Et puis comme ça, eux ils se débrouillent, ils ont tous les papiers, ils ont à faire toutes les démarches, tu leur envoies ton passeport et ils se démerdent avec l'ambassade.